Alors aujourd'hui, petite explication du Château Prado et dégustation de quelques vins. Alors le Château Prado, c'est une propriété familiale dans la même famille, la famille Portalis, depuis 1752. Euh, 1752, c'est la date à laquelle la famille est rentrée dans ce domaine par le biais de Jean-Étienne-Marie Portalis, qui en a hérité de sa grand-mère maternelle. Hein, la propriété en elle-même est plus vieille que ça, puisque le bâtiment date du tout début du XVIIe. Les oliviers sur la propriété ont plus de 1000 ans. Et ce Jean-Étienne-Marie Portalis, qu'on appelle dans la famille Jem, J-E-M, a la particularité d'avoir été un peu connu dans la région, puisqu'il était avocat à Aix assez tôt et qu'il a gagné notamment un procès contre Mirabeau. Également, il a été appelé par Napoléon en tant que ministre des cultes. Il a écrit le Concordat en 1802 et le Code civil en 1804, dont il a été le principal rédacteur. Tout ça pour dire qu'on a une histoire familiale assez forte et une histoire assez ancrée et donc du coup des traditions à respecter dans la vie et également dans la viticulture également. Aujourd'hui donc on travaille en famille et c'est la neuvième génération qui est aux manettes, si je puis dire. Donc, elle est représentée par mon frère et moi. Donc, Édouard, mon frère, et Étienne, moi-même. On travaille toujours avec notre papa, Cyril, et notre maman, pardon, Magali. Euh, la viticulture du domaine, elle est considérée comme bio, hein. Elle pourrait être tout à fait dans le cahier des charges bio. Mais les cahiers des charges, c'est quelque chose qui nous a toujours un peu déplu. Donc on est en bio quelque part depuis toujours, puisque ma grand-mère Arlette, qui avait repris le domaine en 1940 par là, euh, elle n'avait pas, tout simplement, c'est très bête, mais elle n'avait pas forcément les moyens d'acheter des produits phytosanitaires. Et bah, c'est comme ça qu'elle a pas mis, qu'elle n'en a pas mis. Et on a continué comme ça derrière, avec aujourd'hui pas mal de réflexions sur tout ce qui est lune. On travaille beaucoup avec la lune, la biodynamie également. Donc le fait de dynamiser un peu les vins avec certaines méthodes, notamment euh, les préparations à base de bousses de corne. On a également bien sûr des traitements de plus en plus légers euh, qui utilisent de plus en plus de plantes, d'oligo-éléments, plutôt que des produits purs et durs comme le cuivre. Puisque le cuivre, ben, on le sait, c'est un métal lourd, non assimilable par le sol, et qu'au final, on pourrait créer une pollution importante des sols. L'idée, c'est de toucher les sols au bon moment, de ne pas trop les retourner, de développer la vie microbienne. Ce qui est important également, c'est d'avoir toutes nos parcelles. Nous, on a la chance, elles sont tout autour du domaine. C'est la chance d'avoir des haies, des haies d'olivier, des haies de laurier, de buis. On a un petit bois au milieu du domaine, tout petit. Euh, on a pas mal de biodiversité, autant au niveau végétal qu'animal finalement. Et ça contribue à faire un environnement assez sain pour la vigne, dans laquelle la vigne vraiment va pouvoir récupérer énormément de choses. Vous savez que dans le grain de raisin, il y a plus de 1000 composants chimiques, et que du coup, il y a des influences qu'on ne soupçonne pas. On se dit, bah, ça n'a rien à voir avec le raisin par exemple, mais en fait, bah, ça peut en avoir une. Voilà. Je refais un petit bout d'histoire très rapide. Le domaine en fait était géré donc par des employés de la famille Portalis qui résidaient plutôt à Paris.
Et c'est en 1939, au début de la Blitzkrieg et de l'occupation de Paris, que Suzanne, mon arrière-grand-mère et sa fille, Arlette, sont descendues de Paris pour habiter en zone libre. Manque de bol, après ça a été occupé aussi, et notamment la propriété a été occupée, la cave a été bue, les vignes ont été un peu abîmées. Mais en fait, ce qu'elles ont fait quand elles sont arrivées en 1939, c'est qu'elles se sont prises de passion pour le vin. Et elles ont rencontré pas mal de monde. Elles connaissaient aussi beaucoup de monde, notamment les réseaux parisiens. Et en fait, en 1941, elles ont été à la création de l'appellation Bandol, voilà, qui est donc une des plus vieilles appellations de France, appellation d'origine. Ce qu'on appelait les AOC aujourd'hui, ce qu'on appelle les AOP. Mais nous, à Bandol, on a toujours le droit de s'appeler AOC. Et donc voilà, un domaine qui a, comme beaucoup à cette époque-là, qui a revécu par les dames. Et c'est mon papa en 1982 qui est venu suppléer Arlette, ok, qui déjà était un peu fatigué, qui l'a beaucoup conseillé, ils ont beaucoup discuté ensemble. Et lui, il a vraiment fait le parti de concentrer toute son énergie sur la vigne, d'arrêter tout ce qui était culture annexe, notamment on faisait beaucoup de maraîchage à l'époque, on faisait de l'élevage, des moutons, etc. Il a vraiment tout concentré le maximum sur la vigne et sur le cépage phare de l'appellation Bandol, qui est le Mourvèdre. Nous, ici au Château Prado, on en a plus de 80% sur l'ensemble du domaine. Le domaine fait 22 hectares et le Mourvèdre en fait partie vraiment. C'est le cépage roi de l'appellation et de chez nous. Le Mourvèdre, on va en dire un petit mot, c'est un cépage formidable. C'est un cépage assez peu connu, qui est un cépage plutôt sudiste. Il est originaire d'Espagne où il s'appelle le Monastrell. Il est arrivé, on ne sait pas trop exactement quand, mais il est arrivé très très tôt dans la région bandolaise, hein. On note des utilisations de Mourvèdre du temps de Louis XIII, de Louis XIII par exemple. Donc c'est très implanté. Ils sont encore assez proches génétiquement, le Monastrell et le Mourvèdre. Mais ils sont plus tout à fait frères, ils sont plutôt cousins aujourd'hui. Parce que forcément il y a des petites modifications génétiques de par l'emplacement. Et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que s'il y a bien un endroit dans le monde où le Mourvèdre trouve sa plénitude, c'est à Bandol. Puisque en fait le Mourvèdre a besoin, c'est une expression commune chez nous de dire que le Mourvèdre a besoin d'avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et ben, chez nous il l'a, hein, si je prends le cas de Château Prado, aujourd'hui on est à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de la mer. Le soleil, je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes de la région, ceux qui sont de la région, pardon, et même les autres, en général, on vient pas forcément dans le sud pour la gastronomie à la base, on vient surtout pour le soleil souvent. Même si il y a énormément de choses à découvrir, mais voilà, le soleil, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est une des régions les plus ensoleillées de France. Et le Mourvèdre a besoin de ça. Pourquoi? Parce que c'est un cépage qu'on appelle de quatrième génération en termes de maturité. Donc c'est un cépage tardif. Et il a besoin en fait de mûrir lentement. Et la proximité de la mer en fait permet de réguler un petit peu la chaleur du soleil. Et ça va permettre vraiment la pleine maturation du Mourvèdre. Même s'il faut jouer un petit peu, puisque en général, quand on atteint la maturité, on dépasse largement le 15-20 septembre, et à ce moment-là, souvent, on a des pluies qui arrivent, et ça peut être handicapant, hein, ça peut faire un peu flipper aussi. Nous, à Château Prado, on a toujours pris le parti d'attendre le maximum de la maturité. Donc souvent, on se retrouve à vendanger en dernier sur l'appellation autour de ces derniers temps, jusqu'au 4-5 octobre. Voilà. Voilà, je vais vous parler maintenant très rapidement de la façon dont on travaille dans la cave.
Alors, sur le rosé. Le rosé, c'est ce qu'on appelle un rosé de pressurage direct, c'est-à-dire qu'on va ramasser les raisins à la main, on les met en remorque. Ces remorques arrivent à la cave et on les décharge, pardon, via une pompe tout de suite dans le pressoir. Donc en gros, entre le premier grain de raisin coupé et et le dernier jus sorti du pressoir, il se passe entre 3 et 4 heures maximum. C'est ce qu'on appelle le pressurage direct. Pourquoi on a des rosés plutôt colorés, vous allez le voir. Pourquoi? Parce que comme on veut de la matière, comme on veut des rosés qui ont du corps, il faut vendanger mûr. Voilà, c'est tout bête. Et plus c'est mûr, en fait, plus la peau l'est également et va libérer des tanins, des anthocyanes. Et donc ça va colorer. En plus, on vendange à la main, donc on a un peu plus de trituration, on a un peu de trituration quand même. Et surtout, on vendange en pleine chaleur, alors qu'aujourd'hui, les rosés très pâles en couleur, principalement, même s'il y a un peu de travail dans la cave après, sont souvent faits en machine à vendanger en pleine nuit où du coup la température est plus basse. Les jus de ces rosés sont mis en cuve béton. Ces cuves béton, elles sont intégrantes du domaine, hein, partie intégrante, pardon. Elles sont du début, ouais, elles sont début 19e siècle, hein, donc elles ont vu passer pas loin de 300 ans maintenant de vin, donc c'est assez dingue. Et du coup, elles ont une empreinte levurienne et bactérienne qui fait qu'il y a une vraie vie dans ces cuves en fait, et que du coup les fermentations se passent toujours très très bien. On les met pendant 24 heures dans ces cuves-là avec un système de froid pour faire en fait sédimenter et la partie un peu visqueuse qui va rester, on appelle ça les bourbes. On va la séparer, cette partie-là, on va la filtrer sur un filtre à terre et ça va nous permettre de récupérer après derrière du jus. Hein. Souvent, on réassemble après les deux vins. On fait la fermentation alcoolique, donc la transformation du sucre en alcool. Et une fois que c'est fait, c'est là où on va utiliser un peu de sulfite pour empêcher que la deuxième fermentation, la malolactique, se développe. La malolactique, transformation de l'acide malique en acide lactique, donne dans les rosés, je trouve, un côté un petit peu lourdingue. Et je préfère l'acidité malique à l'acidité lactique. Et par contre, souvent, ça donnait un peu de gras et un peu de stabilité. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour compenser un peu le fait qu'on ne fait pas cette fermentation-là, ce qui est courant, hein, de ne pas faire cette fermentation-là dans les rosés aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur les lits, on va bâtonner ces lits pendant quelques mois. Ça va donner à la fois beaucoup de fraîcheur de par l'acidité et beaucoup de matière de par le travail des lits. Sur les rouges, on a ici le lys. Le lys, c'est entre guillemets un second vin. C'est un vin qui est fait avec les vignes qui sont relativement jeunes, qui ont moins de 30 ans, qui ont une capacité concentrationnelle en termes de tanin qui est pas encore tout à fait optimale pour nous. Et du coup, on va les vendanger à part. On va choisir les parcelles hein, qu'on va utiliser pour ça. On vendange tout le même jour, donc avec les Mourvèdre à 90% et les cinceaux, ce sont des vieux cinceaux. Souvent, c'est assez rare, c'était assez rare de mettre des cinceaux dans les rouges, parce qu'on trouvait ça pas assez puissant. Aujourd'hui, les cinceaux, au contraire, nous font baisser un petit peu le degré, donc ça c'est plutôt intéressant. Ce lys, ces raisins vont passer en partie sur un petit terrafloir où on va du coup garder que les grains que les baies. Et ça fait qu'on va avoir un petit peu moins de tanin au final. Donc on va mettre ça en cuve béton. On fait fermenter et macérer pendant trois semaines à peu près. Euh, à l'issue de quoi on va presser et on va mettre ce vin en tonneau pour environ 2 ans. Pour l'appellation Bandol, il faut 18 mois d'élevage minimum en bois. Nous, on fait à peu près 2 ans sur cette cuvée-là. Ensuite, on met en bouteille et on la stocke 1 an ou 2 en bouteille afin présenter un vin qui va pouvoir se garder encore, mais qu'on peut déjà boire dans la jeunesse avec quelques tanins un petit peu encore un peu présents, mais qui vont très bien se marier avec une viande rouge,
avec une viande en sauce. Moi j'aime bien avec le cassoulet aussi, je trouve ça rigolo. Voilà, il y a plein de choses comme ça à faire. Ensuite, la cuvée Château Prado. Donc la cuvée Château Prado, c'est la cuvée iconique du domaine, au même titre que celle en rosé, mais la plus grosse production a toujours été celle du rouge. Donc là, on va passer sur 95% de Mourvèdre, plutôt les vieilles vignes, toujours vendangées à la main évidemment, en grappe entière à 100%, donc on ne rafle pas. Il y a 5% de vieux grenache. On met ça dans les cuves béton. On va macérer pendant presque 2 mois, ce qui est très long, ce qui se fait très peu aujourd'hui. 2 mois de macération, ça va permettre de construire la couleur, de construire les tanins, construire un peu l'équilibre déjà du vin. Et ensuite, on va partir non pas pour 2 ans d'élevage en bois, mais pour 4 ans d'élevage en bois. Ça, c'est vraiment la recette, la cuisine Château Prado. Ça va nous donner des vins qui ont une capacité de garde qui est quasi infinie. euh, qui va nous donner en même temps des vins très puissants mais très élégants parce que c'est quand on donne le temps à un cépage de se bonifier à la fois en cuve et à la fois en bois et de travailler, en fait on donne le temps de travail, et ben en fait on va avoir quelque chose d'assez fin, assez élégant, et on pourrait même comparer si on compare les deux millésimes, enfin les deux vins sur le même millésime, en note de dégustation sortie de la vinification, souvent on trouve que le Prado est plus fin que le lys. Le lys qui est un peu plus entre guillemets rustique parce que on a donné moins le temps au vin de se construire, en fait, c'est tout bête. C'est un peu comme on doit apprendre une leçon. Si on doit apprendre 12 polycopiés dans la semaine, ben on va pas forcément aussi bien les assimiler, voilà, que si on les apprend tranquillement au long de l'année. Voilà, donc on va parler un tout petit peu maintenant peut-être d'accords mets et vins. Donc les rosés, il faut sortir un petit peu du cadre du rosé léger, piscine, hein. C'est pas du tout ce genre de rosé-là qu'on fait, hein, mais ça, c'est des rosés qui vont s'accorder avec énormément de choses. On peut les garder aussi, ça peut vieillir très bien. Cet été, on a fait des accords mets et vins sur des rosés 1998 avec du porc noir de Bigorre. C'était assez fou. Ça va très bien sur toute la cuisine indienne, puisqu'on a des côtés un peu curcuma, curry. Ça va très très bien là-dessus. Ça va sur la cuisine maghrébine également, hein, maghrébine, pardon. Tout ce qui est tagine, etc. Ça aime bien le sucré salé aussi. Le rosé, ça aime bien les fromages à pâte persillée, beaucoup plus qu'un rouge par exemple. Et après, bien sûr, tout ce qui est poisson, viande blanche, voilà. Et plus ça va vieillir, plus on va avoir des accords rigolos à faire. Le lys, comme je vous disais, dans la jeunesse, c'est vraiment bien sur voilà, magret de canard, côte de bœuf, viande en sauce. On peut déjà être sur un peu de gibier, hein, mais le gibier pas trop puissant, à la perdrix par exemple. Euh, Ensuite, moi j'aime bien aussi avec le fruit rouge. Quand il vieillit un tout petit peu, on peut aller sur du thon, hein, on peut aller sur du thon rouge. On a en préparation bientôt une soirée où on va tenter des accords vin de Château Prado et sushi, puisque pourquoi pas casser un peu les codes là-dessus aussi. Moi je trouve que ça va bien sur le crabe aussi, ça va bien sur certains coquillages, faut pas hésiter. Voilà, des pâtes aux palourdes, ça va très bien. Avec un peu de fromage, hein, bien sûr. Et sur le Château Prado, là, donc, ben, dans la jeunesse, il faut l'aérer un petit peu, il faut lui donner vraiment de la matière, il faut lui donner du gibier, hein, même si on n'en mange plus beaucoup aujourd'hui, peut-être pas assez selon mon goût. Mais voilà, je trouve que bon, c'est le plat, c'est le vin par excellence pour le lèvre à la royale. Ça va, après la côte de bœuf, elle va y aller aussi sans problème. Faut pas hésiter à relever vos plats, hein, pas à les épicer à fond, mais à les relever, puisqu'on va avoir des côtés dans ces vins un petit peu laurier, thym, garrigue, poivre. Donc
Ah, c'est intéressant. Moi j'aime bien aussi sur le chocolat noir. Ouais, je trouve que ça va très très bien. Euh, et après, en vieillissant, en fait, plus il va vieillir, plus on va pouvoir l'appairer avec énormément de choses. Le poisson, on en a déjà parlé pour le lys. Moi, j'aime bien les vieux vins, les boire comme ça, en fait, juste avec un peu comme, presque un peu comme un digestif. Voilà, un peu tranquille. Quand c'est des vins qui ont une vingtaine d'années, je trouve ça bien avec certains cigares, certains cigares nicaraguayens notamment. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire comme ça, brut pour point, sur nos vins. Voilà. Espérons vous recevoir au domaine un de ces jours.